Il est 20h à Kinshasa, même heure à Sonabata dans le Congo central. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de ce journal. Sommaire. Contre la milice de Bombondo et autres auteurs de l'insécurité dans le Congo, le Conseil provincial et le Conseil locaux de sécurité du Congo sont une réponse. Le vice-ministre de l'Intérieur en vulgarise les textes légaux. Sur l'avenue Kisangani, au quartier GB, des camions remorques rétrécissent la route, la voie, et ils gênent la circulation. La population s'est résignée depuis des semaines, mais le gouvernement provincial de Kinshasa a décidé de rétablir l'ordre sur cette chaussée. Les travaux de réhabilitation sur l'avenue Itaga sont attendus urgemment. Les écoliers du collège Saint-André, le délabrement avancé de la route perturbe leur mobilité. Ils appellent au secours. Voilà pour les titres. Et nous recevons sur ce plateau Joseph Oscar Malkaïj. Bonsoir Oscar. Bonsoir. Le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, vient de signer une série d'ordonnances. La lecture tout à l'heure avec vous, Oscar. Merci Sandra. Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen du pays, a reçu dans l'après-midi de mardi son permis de conduire biométrique à puce. C'était au siège de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire dans la commune de la Gombe. Le chef de l'État a respecté toutes les procédures pour l'obtention de cette pièce. Les précisions avec Guylain Kabaloudi. Au siège de la Commission nationale des délivrances permis de conduire dans la commune de la Gombe, un requérant spécial a fait son entrée l'après-midi de ce mardi 13 mai 2025 pour l'obtention de son permis de conduire. Accueilli sur place par le vice-premier ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen du pays, est venu prêcher par l'exemple. Entouré de la première ministre et des quelques membres du gouvernement, le chef de l'État, guidé par les prestataires de la SPC, Société des permis de conduire, a respecté la procédure en 5 étapes définies par la CONADEP, Commission nationale de délivrance des permis de conduire. Il a avant tout retiré son formulaire devant lui permettre de passer les tests. Sur un écran tactile, il a réussi avec brio son test théorique en répondant à une série de questions. La pratique, basée sur un simulateur de conduite, sa note excellente lui a ouvert la voie à l'enrôlement biométrique. Soucieux d'offrir aux Congolais un document sécurisé, le président de la République a reçu des prestataires des assurances quant à la fiabilité et la sécurité de ce permis de conduire. Pour du respect, le permis de conduire imprimé a été remis solennellement au chef de l'État. Moment important pour lui, il avait suspendu de plusieurs années la délivrance de cette pièce. Ce permis de conduire intègre une puce électronique et répond aux standards internationaux. L'exemple donné, quelques membres du gouvernement ont séance tenante emboîté le pas. Un pas qui devrait être suivi par tous les citoyens pour circuler en toute légalité. À la nationale, le projet de modification de la loi sur l'électricité et l'innovation, des ressources hydrauliques et électricité devant les élus nationaux, membres de la commission aménagement de l'Assemblée nationale pour expliquer le contour. Pour Teddy Luamba, ce projet de loi consacre les énergies renouvelables et vient de mettre l'ordre dans ce secteur. Alain Bikaï. Le projet de modification de loi sur l'électricité en examen à la commission aménagement du territoire de l'Assemblée nationale porte des innovations dans le secteur des énergies. Le professeur Teddy Luamba Mouba est devant les élus nationaux, membres de cette commission pour présenter ces innovations et rencontrer les préoccupations soulevées par certains opérateurs et les services étatiques sous sa tutelle. Pour les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, la loi en la matière en application en République démocratique du Congo était devenue obsolète et ne correspondait plus aux réalités actuelles. C'est dans cette optique que cette démarche a été initiée par les gouvernements pour remettre de l'ordre dans ce secteur. Ce projet de loi vient protéger les intérêts souverains de l'État, mettre fin au conflit des compétences, enrayer la fraude élus domicile dans le secteur et rendre le cadre juridique incitatif. Nous avons tenu ici qu'en mettant le dispatching, c'est pour contrôler le mouvement d'énergie sur le territoire.
gens pensent que c'est un élément au-delà de tout qui reste un élément, non seulement un ingrédient économique, mais social, mais ça reste régalien l'électricité. C'est lui qui a l'interrupteur avec pouvoir. Comment l'État n'a pas d'interrupteur? L'État n'a pas qui couper comment? Après l'audition du ministre des Ressources hydrauliques et les élus nationaux ont pris la question à délibérer pour préparer les rapports à faire à la plénière. 2025 vient d'ouvrir ses portes à Kolwezi dans la province de Bas. La première ministre Judith Suminwa s'y est rendue ce matin. Elle a des entrevues avec les différentes couches sociales avant de visiter quelques infrastructures qui seront inaugurées dans le tout prochain jour. Révivons en images l'ambiance de la chef du gouvernement à l'aéroport de Kolwezi. Un accueil digne de son rang lui a été réservé par la population avec en tête la gouverneure Fifi Masuka. Chimendondo, Djokoukou Pompomba. Kolwezi en liesse, la première ministre Judith Suminwa Tuluka entre en scène sous l'ovation d'un peuple enthousiaste. Sous un ciel éclatant et au milieu d'une foule en naissance, la chef du gouvernement a foulé pour la première fois le sol du Lualaba ce 14 mai 2025. Une visite chargée d'émotions, de symboles forts et d'un espoir partagé. À son arrivée à l'aéroport de Kolwezi, elle a été accueillie par les autorités locales et diverses composantes de la société civile venues exprimer leur soutien à sa vision de développement. Honorée par un accueil militaire solennel, en présence de la gouverneure Fifi Masuka Saini, la chef du gouvernement a communié avec la foule venue en nombre l'acclamer. Ces moments forts symbolisent l'adhésion de Lualabé aux actions de son gouvernement en parfaite harmonie avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs voix de la société civile ont salué l'engagement de la première ministre, en particulier en faveur de l'inclusion de femmes et du développement local. La première journée de la chef de l'exécutif central est rythmée par des rencontres clés, de visites des infrastructures en construction et va s'y clôturer par sa participation à l'ouverture officielle du Katanga Business Meeting 2025. Parlons à présent des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité. Sa vulgarisation vient d'atterrir dans le Kwango. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, qui séjourne tient à cette vulgarisation des textes qui visent à démocratiser pleinement la gouvernance sécuritaire tout en renforçant la protection et la sécurité des citoyens. Bobo Anan Mokonzi. La sécurité dès la base, un véritable outil des entités territoriales dans le développement de la vigilance tous azimuts face aux différentes menaces sécuritaires en République démocratique du Congo. Programme du gouvernement porté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Chabani. La province du Congo est désormais la 4e entité à bénéficier de cette réforme novatrice. Les comités provinciaux et locaux de sécurité constituent à présent un cadre formel de coordination, de concertation, de prévention et d'alerte, renforçant ainsi la collaboration entre institutions étatiques et communautés. Je présume que les acteurs publics et étatiques que vous êtes iraient désormais aborder vos fonctions et gouverner autrement, de manière à concourir avec efficacité au renforcement de l'autorité de l'État dans vos domaines de services respectifs. Avec la mise en œuvre de cette réforme dans cette zone, en proie à l'insécurité avec la ministre Mobondo et autres formes de criminalité, le gouvernement congolais, par le biais de la vice-primature de l'Intérieur, s'engage à enrayer ces phénomènes demeurés comme un insoluble. Désormais, la tenue régulière des réunions de sécurité avec la participation effective et active des responsables des services et celle de la population
notamment lors des réunions des comités de sécurité élargis, est une obligation. Cette initiative s'inscrit dans la deuxième pilier du gouvernement central, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la sécurité des citoyens et leurs biens au cœur de son action. Pour plus d'efficacité dans l'atteinte des objectifs, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la signature du cadre et structure organique du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. L'édité avec Nadine Kilechou, Cédric Kenina et Moké Malouma. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la signature des cadres et des structures organiques du secrétariat général du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Remis à Madame Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'ISU, ce cadre organique vise à renforcer la gestion des ressources humaines au sein de l'administration publique. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas qu'une petite cérémonie administrative. C'est en réalité une véritable interpellation collective. Nous sommes interpellés sur ce que nous devons faire absolument pour sauver l'université congolaise. Tout en veillant, bien sûr, que le recrutement pouvant se fasse de manière compétitive et qualitative. Le président nous interpelle. Il nous dit, attention, il faut rajeunir. Il faut rajeunir, mais que ce rajeunissement soit un rajeunissement qualitatif et compétitif. Qualitatif parce que ne vient pas là qui veut, surtout pas lorsqu'on parle de l'enseignement supérieur. Compétitif aussi parce qu'il faut accorder toutes les chances à tous les jeunes de la République. Grâce à ce cadre organique, l'administration de l'ISU bénéficie d'une cartographie claire de ses structures internes permettant de mieux maîtriser les effectifs. Je tiens à remercier le président de la République pour sa vision et surtout l'accompagnement de notre Premier ministre. Je remercie le vice-premier ministre de la fonction publique pour l'appui technique qu'il a apporté à notre sous-secteur. Ce cadre va nous permettre de maîtriser les effectifs et d'asseoir notre administration. La réforme de l'administration publique est en marche et elle se poursuit avec rigueur, méthode et détermination sous le leadership du chef de l'État et la supervision de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Je vous emmène maintenant au quartier GB, au quartier Bassoko GB, dans la commune de Ngaliema. Les habitants étouffent sous les embouteillages causés par les camions remorques stationnés aux alentours de la société Mino Congo. Les usagers des avenues Konda Konda, Massamba et OUA lancent un SOS aux autorités de la ville pour décanter cette situation. Iversan Kabwaba et Regen Shindano. Nul n'est au-dessus de la loi, assertion incomprise par certains usagers de la route. Le cas le plus illustratif est de cette présence massive des véhicules poids lourds le long des avenues Konda Konda au Grand Bazar au quartier GB dans la commune d'Ngaliema entrave depuis plus d'une semaine la circulation routière dans ces coins de la capitale Kinshasa. L'utilisation d'une des deux bandes de l'avenue Konda Konda comme parking de ces engins de la société Mino Congo crée des embouteillages le jour comme la nuit. Un trajet de 15 minutes peut vous coûter plus de 2 heures, d'où les SOS de la population. Lorsque le véhicule que les remorques occupe une bande et d'autres remorques occupent une autre bande à côté, il n'y a qu'un petit conduit qui reste, où le petit peuple se débrouille maintenant pour passer avec des véhicules, des voitures et des motos que vous êtes en train de voir ici. Donc la route est devenue pour cette société, qu'est-ce pas son garage. Il y a des problèmes de stationnement avec des camions, c'est de l'entreprise de Mino Congo qui nous empêche vraiment à aller à temps à l'école. Au croisement des avenues Konda Konda, Massamba et Oya, aux alentours de la société Mino Congo, plus de 50 remorques stationnées depuis quelques semaines et occupent une bande sur cette avenue, à en croire la population qui déplore l'anarchie et le non-respect du règlement d'ordre public par cette entreprise.
Les engins de cette société de farine se sont appropriés la chaussée comme zone de stationnement et la voie s'est rétrécie. Cette situation occasionne des embouteillages tout le jour durant plus d'une semaine. Nous invitons les autorités à intervenir. Les habitants de GB dénoncent cette invasion devenue récurrente qui rend difficile la circulation des transports en commun. Les embouteillages à Kinshasa relèvent aussi des problèmes comportementaux. Il faut que nous fassions un travail aussi là-dessus. De son côté, la société Mino Congo a rejeté sa responsabilité à en croire son chargé de communication, refusant de paraître. Pour lui, ces camions appartiennent à une autre société, pas à Mino Congo. Et après avoir entendu ce cri d'alarme, l'hôtel de ville s'en va en guerre contre les mauvais stationnements des gros véhicules de la firme Mino Congo devenu moulin de Kinshasa au quartier GB dans la commune de Kintambo. Le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine Bob Amiso a fait une descente dans ce coin de Kinshasa. Pierre Mbouy Saïdi était dans sa suite et nous en parle. Après avoir épuisé toutes les voies administratives, le ministre provincial des Transports et de la Mobilité urbaine de la ville de province Kinshasa, Bob Amisoyo Kalumbila, s'est rendu ce mercredi 14 mai 2025 dans le quartier Basoko, plus connu sous le nom de GB, dans la commune de la Gombe afin de rétablir l'autorité de l'État. Les deux autorités accompagnées de leurs collaborateurs, tant politiques qu'administratifs, ont pénétré dans la concession de la société Grand Moulin de Kinshasa pour tenter d'échanger avec ses responsables. Malheureusement, ces derniers ont fait preuve de mauvaise foi en refusant catégoriquement tout dialogue. Sur terrain, plus de 20 remorques étaient stationnées des deux côtés de plusieurs avenues, notamment l'avenue de l'OIA, en totale violation à la réglementation en vigueur, causant de graves perturbations à la circulation et à la mobilité urbaine. Cette intervention fait suite à de nombreuses plaintes des usagers de la route, excédés par l'anarchie générée par le stationnement désordonné des véhicules appartenant à la société Grand Moulin de Kinshasa. Il était grand temps que l'autorité provinciale intervienne pour venir au secours d'une population qui depuis trop longtemps souffre au quotidien et perd un temps précieux à cause de ces situations chaotiques. L'action des autorités repose sur des bases légales solides. Selon l'article 23 du nouveau code de la route, tout arrêt et tout stationnement des véhicules sur la chaussée sont interdits. C'est donc conformément à ce texte que les autorités provinciales sont descendues sur terrain pour constater le fait, interpeller les contrevenants et les cas échéants appliquer des sanctions. Soulagés par cette action, les habitants du quartier GB n'ont pas manqué de faire entendre une nouvelle fois leurs cris de cœur et de détresse en espérant que cette opération marquera enfin la fin du calvaire imposé par l'ex-Mino Congo. Et parmi les routes en état de délabrement très avancé à Kinshasa figure l'avenue Itaga dans la commune de Kinshasa. Cet état de route met à mal le fonctionnement du collège Saint-André. Pour y accéder, les élèves font un parcours de combattants. À la vue de la caméra de la RTNC, ils se sont précipités pour lancer un cri de détresse aux autorités pour la réhabilitation de cette avenue. Cri qui tombe dans les oreilles du député national Didier Mbouyi Mondela. Il a remis sa contribution pour le curage de caniveau Robert Ndaïtissé. Dans la commune de Kinshasa, non loin du marché Zando, l'avenue Itaga est devenue un symbole de détresse pour les habitants et en particulier les élèves du collège Saint-André. Chaque jour qui passe, ces enfants se battent contre les conditions déplorables de cette route avec un accès difficile pour ces élèves à cette école. L'avenue Itaga est aujourd'hui plongée dans la boue pendant la saison des pluies. Les élèves de ces collèges sont contraints de se rendre à l'école en botte pour éviter de salir les ketchs achetés au prix des sacrifices par leurs parents. Ces enfants, aujourd'hui, lancent un cri de détresse aux autorités de la ville de Kinshasa et au gouvernement central. On est obligé de porter chaque jour des bottes parce que l'avenue n'est pas bonne, il y a trop de boue. Des fois, les quêtes, ça se salit et ce n'est pas facile de nettoyer ça. C'est pour cela que je demande au gouvernement d'arranger notre avenue parce que notre école est très belle. La route, quand on marche, il y a toujours des boues pour abîmer de ketch. Quand on marche, c'est facilement pour laver les bottes, mais le ketch, c'est pas facile. Ça reste avec la saleté et ça abîme les ketch. Je demande au gouvernement qu'il puisse arranger notre route pour bien porter les ketch comme les autres écoles. Je vais dire à notre gouvernement qu'il puisse bien arranger le route de notre école pour qu'on puisse porter les ketch régulièrement comme d'autres écoles le font. Les conditions d'accès difficiles impactent la fréquentation, déclare l'abbé curé, qui remercie l'honorable Didier Mbouyi Mondela pour son intervention en vue de démarrer les travaux. L'élu de Lukunga, saisi, est venu déposer sa contribution pour le curage des caniveaux. Je vais plaider auprès des autorités compétentes. Mais dans un premier temps, je vais apporter ma petite pierre
pour ne fût-ce que soulager. Mais le plus gros de travaux, je ne saurais pas. Ce n'est pas moi qui répare les routes. Moi, je ne suis que celui qui parle au nom de la population, parce que c'est ça mon mandat. Pour Didier Mundela, il est impératif que les autorités prennent conscience de l'urgence de la situation et agissent pour améliorer les conditions de vie et d'éducation des enfants. La réhabilitation de l'avenue Itaga est plus qu'une nécessité, c'est un impératif pour l'avenir de toute une génération. Vers une collaboration étroite entre le ministère de la formation professionnelle et la Commission internationale du bassin du Congo Ubangi-Sanga, qui a sous sa gestion l'école régionale de formation au métier de la navigation intérieure. Dans une séance de travail intervenue samedi dernier, les deux parties ont évoqué un partenariat afin de booster l'intérêt des jeunes à apprendre les métiers de navigation. Regardez. Il était question au cours de cette visite de voir comment asseoir un mécanisme de collaboration qui puisse permettre la formation en masse de jeunes Congolais au métier de la navigation, un secteur pourtant noble, mais parfois négligé par plus d'un. Alors que ceci est la voie idéale, non seulement pour aider le jeune à l'employabilité dans ces secteurs, mais aussi aider le pays à avoir un personnel navigant jeune et bien formé pour remédier aux problèmes de la défaillance à la base de nombreux accidents. La formation professionnelle est là pour apporter des solutions, pour monter l'importance du centre, pour former au regard, notamment pour trouver les réponses en ce qui concerne maintenant tous les naufrages dans notre pays. C'est tout simplement le personnel n'est pas formé. Et aussi passer les accords de collaboration avec SICOF et notre pays qui est un pays siège doit vraiment bénéficier de cet instrument. Dans une séance d'échange avec à la tête de la partie SICOS, le docteur Marie-Thérèse Itongo, son directeur général, les deux délégations ont évoqué plusieurs questions de fond pourtant permettre de parvenir aux objectifs poursuivis, le cas de la question de certification de diplôme après formation et de besoin de financement côté gouvernement et même la disponibilité de bourses d'études au profit de jeunes car l'école est payante, même si le gouvernement apporte aussi sa part pour combler les écarts sur le coût annuel d'études. À l'occasion de cette séance d'échange, le ministre de la formation professionnelle, Maître Ikila, a eu droit à une visite guidée de l'ensemble du centre, du bureau directeur pédagogique aux salles de classe, cafétéria, salles de formation pratique ou encore de salles de formation en mécanique générale. Je suis satisfaite de nos échanges et je pense qu'une collaboration va s'établir entre le ministère de la formation professionnelle et la SICOS. Et je suis certaine que nous aurons des résultats probants d'ici là. Maître Marc Ikila a découvert un centre de formation capable de répondre aux besoins d'offrir à la République un personnel navigant bien formé. École de navigation de l'entreprise ONATRA, Office national de transport, qui a assuré depuis sa création la formation de son personnel navigant affecté à l'exploitation de ses unités navales sillonnant le fleuve Congo et ses affluents. C'est en 2007 que cette école est passée de l'école de navigation de l'ONATRA à l'école régionale de formation de navigation intérieure dont la gestion a été confiée à la Commission internationale du bassin Congo-Ouganda, Tsonga, SICOS. Les plantations et huileries du Congo PHC, fleuron de l'agriculture, de l'agro-industrie congolaise, ont célébré leurs 114 ans d'existence, marquant plus d'un siècle d'activité de la production industrielle de l'huile de palme en République démocratique du Congo, fondée en 1911. Cette entreprise reste aujourd'hui le plus grand producteur industriel de l'huile de palme au pays, comme en témoignent les leaders communautaires du territoire d'Ingende dans la province de l'Équateur. Érudis Kitutu. Selon la législation congolaise, les investissements étrangers ou locaux doivent participer au développement des peuples ou des populations de leur milieu d'exploitation. Les plantations des huileries au Congo en est une illustration dans le territoire d'Ingende, dans la province de l'Équateur. Les écoles, les centres de santé, les forages ont été développés pour le bien des populations locales. Depuis 1911, bakutaki biso na kati ya groupement na biso na bango kino lelo oyo kimia ezali depuis bakoko na biso bayambaki société kino lelo bazali toujours koevre kaka na baespace oyo ezali oyo bakipaki yango depuis 1911. Donc ya malamu ezali ke société atongeli biso babâtiment
scolaire, ya ba école na biso primaire, secondaire, ya kitoko, ya solo, ya qualité. Moni Giskas, directeur général des plantations des huileries au Congo, s'assure personnellement que les ouvrages sont faits selon les exigences. Avec l'eau potable aux portées des mains, les villageois sont épargnés des maladies hydriques, les enfants ont droit à une éducation de qualité et de soins de santé primaires sont disponibles et l'espérance de vie est prolongée. 114 ans après sa première production, les plantations des huileries au Congo reprennent avec la volonté ferme de couvrir les besoins nationaux et envisagent des exportations et sa cohabitation avec les riverains sont de plus en plus harmonieuses. Et cette nouvelle société de production, de transport et de distribution de l'énergie, Congo Énergie, veut combler le déficit énergétique à l'horizon 2027 dans la province de Congo central. Son lancement a eu lieu au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa en présence du ministre de l'Industrie représentant la première ministre Judith Suminwa. Regardez. L'énergie, un des facteurs de développement, est actuellement en déficit dans la province de Congo central comme partout dans le pays. 200 mégawatts disponibles sur les 600 dont a besoin la province. Alors comment combler le gap de 400 mégawatts? La Chambre de commerce et de l'industrie du Congo central, à travers ses administrateurs, saisissent l'opportunité et mettent en œuvre Congo Énergie SA, une société de droit congolais dans le but de produire, de transporter et de distribuer de l'énergie électrique au Congo central, mais aussi dans toute la République. Un motif de satisfaction pour le PCA de cette entreprise, Félix Amouna, qui a remercié les 30 actionnaires pour leur détermination à faire de la province un véritable fer de lance de l'économie congolaise. Le directeur général, Jacques Matouanga, a expliqué que 80% de l'énergie produite seront orientées vers les industries et les 20 restants pour usage domestique. L'énergie que nous voulons produire, premièrement, c'est l'hydroélectrique en développant des mini-centrales, soit remettre des mini-centrales qui existaient, soit identifier les opportunités en termes de cours d'eau et voir la possibilité de mettre des centrales. Desservir le milieu rural entier va accompagner Congo Énergie SA, dont son DGA a relevé l'importance de ce partenariat. Représentant la première ministre Judith Suminwa, le ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, a réaffirmé le soutien du gouvernement à Congo Énergie SA pour sa création de plusieurs emplois. Congo Énergie n'est pas un projet isolé. Il s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de la RDC qui se réinvente, qui croit en ses territoires, qui mise sur ses ressources internes et qui place l'énergie au centre de son développement. Bientôt, d'autres projets permettant de combler le déficit énergétique dans la province seront lancés. Et cette bonne nouvelle pour la jeunesse congolaise engagée dans l'entrepreneuriat, eh bien le Fonds de promotion de l'industrie FPI a annoncé qu'à la suite de la signature d'un protocole d'accord avec le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat, ces jeunes entrepreneurs congolais deviennent désormais éligibles au crédit. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, le FPI pourra accorder de crédits allant jusqu'à 50 000 $ américains aux jeunes porteurs des projets industriels. Alain Bikaï. Ces protocoles d'accord signés entre les fonds de promotion de l'industrie et les fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, permet aux jeunes entrepreneurs d'obtenir des crédits auprès du FPI avec les garanties du FOGEC. Le partenariat entre les deux parties a donné naissance au produit Vijana qui signifie jeune en Swahili. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de tutelle Louis Watum Kabamba, du secrétaire général à l'industrie et plusieurs mandataires publics. L'avenant porte sur l'allègement des critères d'accès au financement du FPI. Les taux d'intérêt pour les jeunes de 18 à 35 ans est sensiblement revu à la baisse. Il passe de 6 à 4%, alors que dans les banques commerciales, ce taux est prohibitif pour cette catégorie d'opérateurs économiques. Bon, sommairement, c'est donner l'accès au public, c'est-à-dire au petit peuple, ceux qui n'ont pas de moyens de participer au crédit des affaires, de faire partie de cette catégorie et d'améliorer en tout cas le pouvoir d'achat de la population. Le FPI examinera minutieusement des projets à financer pour faciliter l'entrepreneuriat des jeunes, à donner qui n'ont pas de garantie. Pour accéder au financement du FPI, les FOGEC qui disposent de moyens les aidera désormais à obtenir des crédits pour leurs activités.
Et après plusieurs mois de négociations, la Commission nationale pour les réfugiés CNR de la RDC et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides officiellement signé un protocole d'accord ce mercredi au siège de la CNR à Kinshasa. Cet accord marque une avancée majeure dans la coopération bilatérale et renforce les capacités de la RDC dans l'identification. Les détails avec Edith Chala. Cette signature est le couronnement d'un travail de longue haleine. Des échanges ont eu lieu en amont depuis plusieurs mois entre l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA, ici représenté par Sophie Pegliasso, et la Commission nationale des réfugiés de la République démocratique du Congo, représentée par son secrétaire permanent, Eric Mukandila Malou. La Commission nationale des réfugiés compte près de 72 ans d'expérience de l'OFPRA dans le traitement des questions des réfugiés en RDC, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines de collaboration. C'est un contrat que je souhaite à long terme, de longue portée, et que nos échanges soient fructueux en termes de connaissances et des stages au niveau de l'OFPRA, et pourquoi pas eux aussi venir apprendre comment nous gérons les réfugiés, les demandeurs d'asile sur notre territoire national. L'identification des réfugiés est un long processus qui commence à partir de l'entrée au niveau de la frontière, avec des services de la DGM, de services de renseignement et de la police nationale. On passe à l'enregistrement pour pouvoir aller maintenant le mettre dans la base de données qui est un processus biométrique. Le secrétaire permanent de la Commission nationale des réfugiés, Eric Mukandila Malou, a tenu à rappeler que les réfugiés et civils est identifié à traverser des frontières par la DGM, les services de sécurité, avant d'être reçu par des familles d'accueil. Restitution des biens culturels laissés par la Belgique. Le ministre de la Culture et Arts et Patrimoine, Yolande Elébé Mandebo, a échangé avec la députée fédérale belge Lydia Mouchebeli. Fanny Malonga. Les échanges entre la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elébé Mandebo, et la députée fédérale belge, Lydia Moutiébélé, ont porté notamment sur le processus de rapatriement des œuvres d'art, des restes humains et des archives coloniales, un enjeu de justice historique et de mémoire collective pour la RDC. La question du développement de centres culturels congolais à l'étranger était également au cœur de ces échanges, avec l'ambition de renforcer les dispositifs d'accueil, de création et de mobilité des artistes congolais en Belgique et vice-versa. Les deux parties ont évoqué la promotion des résidences artistiques, des coproductions et des échanges artistiques réciproques. Je félicite la perspicacité de la ministre qui veut que les choses soient faites correctement pour que le peuple congolais récupère son patrimoine culturel. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir m'entretenir avec la ministre sur ce sujet, ainsi que sur la coopération culturelle entre le Congo et la Belgique. Des négociations politiques qui doivent encore être faites. Je compte sur volonté des deux États pour que ces œuvres puissent être rapatriées le plus possible. Ce dialogue s'inscrit dans une dynamique de coopération culturelle et de valorisation du patrimoine congolais, tout en considérant les liens artistiques et institutionnels entre la RDC et la Belgique. L'éminent professeur, penseur congolais Valentin Yves Moudé a tiré sa révérence, vous le savez, dès le 31 avril dernier aux États-Unis. L'université de Lubumbashi lui a rendu un hommage vibrant ce mardi 6 mai. Philosophe, philologue, romancier, essayiste, romaniste et critique littéraire, Mudimbe le Grand laisse derrière lui une œuvre monumentale, Don't the Invention of Africa, son chef-d'œuvre. Iverson Kababa. Après la messe d'action des grâces dite en la paroisse Saint-Paul et officiée par l'abbé Jean-R. Ilunga, l'hommage académique a vécu dans la salle Chibangu. Entré, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, recteur de l'université de Lubumbashi, a salué la mémoire de Valentin Yves Mudimbe tout en compatissant avec les membres de sa famille. L'autodétermination dont parle le professeur Mudimbe en insistant sur notre identité culturelle, scientifique, en nous appropriant des termes endogènes, idoines aux pressions, aux tensions, de développer l'humanité en prenant ce qu'il a de meilleur pour nous l'approprier sans pourfendre
justement notre culture. Le recteur a également appelé la communauté à s'approprier la rigueur intellectuelle des illustres savants. Pour ce faire, le prix Mudimbe sera mis en jeu pour primer les meilleures contributions scientifiques. Tour à tour, chercheurs inscrits dans la filiation de Valentin Yves Mudimbe, collègues et membres de la famille ont pris la parole pour évoquer un hommage discret, exigeant, mais profondément humain. Des témoignages liés à la pensée Valentin Yves Mudimbe et à son héritage scientifique ont été faits à partir de Kinshasa, des Belgiques et des États-Unis. L'université de Lubumbashi a ainsi célébré une pensée vivante, un savoir libre et palpable au sein de la bibliothèque Mudimbe, forte de ses 10 000 ouvrages légués à l'UNILU. Né à Likasi le 8 décembre 1941, Mudimbe repose aussi à travers ses œuvres. Quelques invités ont couché des mots dans le livret d'or. Les autorités politico-administratives, diplomatiques, académiques et étudiants ont pris part à cet hommage. Voilà, comme annoncé au début de ce journal, vous suivrez juste après la lecture d'une série d'ordonnances que vient de signer le président de la République avec Joseph Oscar Malkaïch. Prenez donc rendez-vous juste à la fin de ce journal. Voilà, c'est là, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Sonabata, dans le Congo central et partout ailleurs sur satellite. Ce journal a connu le rédactionnel de Diane Balaka et Dichala et Goti Kiesi, réalisé par Chimène Dondo, supervisé par Jacques Kababa. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvées à 23h. Anita Luambois, demain 7h, Mireille Ndeke. Moi, je vous reviens avec le même plaisir. Au revoir et à demain.